plaisir de commencer cette journée, et je vous en remercie, en parlant de la loco régionale, selon Pochet, et tous ses élèves. C'est très riche, c'est un gros sujet, on trouve plein de choses, surtout si on s'intéresse pas tant aux techniques que à la bibliographie qui a été produite sur le sujet. Et je vais vous présenter pas mal d'images de livres, et en m'étendant assez peu sur le texte, parce que le texte, vous l'avez en intégralité dans le polycopier de la journée. Victor Pochet, c'est un grand chirurgien français, vous le savez aussi bien que moi, et on rattache à Victor Pochet, au nom de Victor Pochet, plein de choses, des aiguilles, des pinces, des écarteurs, et on connaît tous la semelle de Pochet, qui est en dernier ici, là, qu'on a de temps en temps le désagréable privilège de voir dans des photos d'articles de journaux et d'émissions de télé, parce qu'elle a été oubliée dans le ventre par les chirurgiens. On a tous un petit peu en tête semelle de Pochet, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est essentiellement l'anesthésie loco-régionale, qui est un beau chapitre de son existence et de sa production bibliographique. Assez rapidement, sur la biographie, il est né à Amiens, il est aussi décédé à Amiens, et c'était un brillant chirurgien, major de l'internat. Il a exercé à Paris un certain nombre d'années, puis s'est retiré à Amiens dans sa ville natale, où avec d'autres associés et des membres de sa famille, ils ont fondé une clinique, la clinique Victor Pochet d'Amiens, qui existe toujours aujourd'hui, entièrement modernisée et un établissement à la pointe. Il a aussi participé pendant la Première Guerre mondiale à pas mal de conflits sur le front, endroit où il a développé des techniques chirurgicales particulières, dont des techniques d'amputation spécifiques. Il lui a valu un certain nombre de brillants résultats et par la suite de récompenses, dont la Légion d'honneur. Dans sa pratique de tous les jours en exercice parisien, il était assez controversé sur un certain nombre d'idées avant-gardistes, qui a fait qu'il y avait quelques conflits avec les autres grands esprits de l'époque, et il s'est un petit peu éloigné de la Pitié pour exercer à l'hôpital Saint-Michel, ainsi que dans une clinique privée de Turin, à Paris donc, pas la clinique d'Amiens bien sûr. Il a reçu la Légion d'honneur pour fait d'armes, et ensuite il a été à plusieurs reprises proposé comme président du congrès de chirurgie, et il a été élu en 1936 à cette société. Il était ensuite promu à l'Académie des sciences, mais il n'a pas eu le temps d'en profiter parce qu'il a subi un accident de circulation qui a mis fin à sa carrière. Et son ami Charles-Horace Maillot, dont on va parler, a fait une belle éloge de sa disparition. Plein de choses publiées par Pochet et avec des ouvrages grand public. Si vous cherchez sur un moteur de recherche sur Internet, Victor Pochet, il y en a des pages et des pages, avec beaucoup de livres d'éducation sanitaire. C'est impressionnant. Le bonheur, l'automne, pour être jeune, comment il faut bien vivre, la culture physique, la piscine, l'hygiène, tout ce qu'on veut. Ainsi que des ouvrages médicaux, qui eux sont bien sûr des ouvrages spécifiques, sur le hystérectomie vaginale, qui est son sujet de thèse, hystérectomie vaginale quand même, qui se fait encore un petit peu aujourd'hui dans certaines équipes. Des publications sur la chirurgie digestive, beaucoup, l'apendicite, bois biliaire, et sur l'urologie, dont on parlera un petit peu après encore. Un ouvrage d'anatomie qui a été édité à 7 éditions successives pendant pas mal d'années, ainsi que des versions en langues étrangères. Et un gros précis de technique chirurgicale en 7 fascicules, ainsi que des petits fascicules successifs entre 1936 et 1945 sur 10 ans, 25 fascicules sur la pratique chirurgicale illustrée, je vous en donne un exemple tout à l'heure. Au sein de cette chirurgie, il a exprimé très tôt un grand intérêt pour l'anesthésie loco-régionale, en précisant lui-même que, ça c'est la préface de sa 4e édition du livre, que c'est grâce à Heinrich Braun, en Allemagne, qu'il a découvert l'anesthésie loco-régionale et qu'il s'y est intéressé. Donc il a voyagé auprès d'Heinrich Braun avec le docteur Sourda en particulier, et ils ont été vraiment convaincus par ces techniques. Vous voyez ici les tout premiers ouvrages d'Heinrich Braun avec plusieurs éditions. La première en 1905, bien entendu c'est écrit en allemand, et
en complément de ce livre, est sorti même un petit atlas anatomique remarquable de Brown, qui s'appelle Kinegramma Medica, c'est assez joli comme nom, dans lequel il y a des photos qui sont quand même très évocatrices et particulièrement bien faites. Vous voyez ici ce triangle, avec des repères anatomiques, et vraiment, c'était de l'illustration de techniques très avant-gardistes, sur lesquelles Pochet a pris modèle. Pris modèle pour éditer 4 éditions successives de son traité d'anesthésie locorogienne, qui a bougé au fil du temps bien sûr, en 1914, en 17, en 21 et en 27. Les 2 premiers sont plutôt des petits livres, et les 2 dernières versions sont des grands livres, des grands octavos et des petits. Ce sont des manuels véritables de technique chirurgicale destinés à obtenir l'anesthésie loco-régionale de façon à, comme vous le disiez, madame, bloquer spécifiquement un groupe de nerfs. C'est de l'anesthésie régionale topographique qui diffère complètement de ce qui était usité jusqu'alors, qui était l'infiltration à la reclus, où on infiltrait essentiellement en sous-cutané, loco-dolentique comme on dit. Ces livres comportent des photos en noir et blanc, et des dessins qui sont tous dus à son illustrateur, M. Dupré, qui a fait ces dessins, dit-il, d'après nature. Voilà les 2 premières éditions du Victor Pochet, l'anesthésie régionale, qu'on ne trouve évidemment plus aujourd'hui dans le commerce. 1914 pour la première édition, Pochet et Sourda. 1917 pour la 2e édition, sur laquelle apparaît comme co-auteur M. Labouré, dont nous allons aussi parler. Victor Pochet, il a écrit ce premier livre, 1914, avec Sourda. C'était un collègue, un ami, c'est avec lui, donc disais-je, qu'il a voyagé à Berlin et à Hambourg pour découvrir les techniques de Heinrich Braun. Son 2e co-auteur, c'est M. Jules-Joseph Labouré, qui est le co-auteur de l'édition numéro 2 de 1917. Et il a, M. Labouré, rajouté dans ce fascicule, qui est... Pardon, dans cette version, donc 2e édition 1917, un chapitre sur l'anesthésie de la face et du cou qui est développé par rapport au précédent numéro 1 de 1914. Monsieur Labouré, il est aussi décédé des suites de problèmes contactés au cours du service, donc en 1918, à l'issue de la guerre, à l'âge de 40 ans. Et pourquoi il est intéressant de découvrir monsieur Jules-Joseph Labouré? Eh bien parce qu'il s'est marié à madame Marguerite Marie Pochet. Donc c'est quelqu'un qui, outre le collaborateur, est devenu famille proche de Victor Pochet très rapidement. Chirurgien ORL, il est donc devenu son beau-frère. Monsieur Labouré est décédé avant 1921, et 1921 c'est la date d'édition de la 3e édition du Victor Pochet, donc auquel il n'a pas participé, et il sera remplacé par Labat. Vous voyez ici juste un tout petit tableau sans s'étendre sur le comparatif des sommaires entre les éditions 1 et 2. Il y a très peu de différence, un tout petit peu de différence de pagination ici, dans la totalité de la page, puisqu'il y a un chapitre un peu augmenté sur la chirurgie ORL et cervico-faciale, et un petit peu plus de figures dans l'édition 2 de 1917 par rapport à 1914. Voilà des photos noir et blanc qui sont quand même assez remarquables. Ici, sur une chirurgie du membre inférieur, le monsieur a l'air tout content de ce qui lui arrive. Et ainsi que cette photo qui est assez célèbre, qu'on voit parfois dans des revues, même dans des revues, dans des journaux du type le musée des familles, par exemple, où on voit là une appendicectomie avec le sécom extériorisé, avec de l'anesthésie loco-régionale pure. On retrouvera ces photos un petit peu après. Monsieur Labouré, et il a le mérite d'avoir beaucoup participé à la rédaction de cette deuxième édition 1917, et il a aussi édité, lui tout seul, un petit opuscule de 42 pages sur l'anesthésie locale et régionale dans les grandes opérations ORL, qui est un ouvrage très rare, qu'on ne trouve pas, même dans les bibliothèques françaises. Pourquoi je vous le présente? Eh bien parce qu'il a été proposé, ce petit opuscule, relié avec le livre de Pochet en première édition, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans de mémoire, par un libraire spécialisé sur le marché des livres anciens médicaux, et il était vendu, pour la petite histoire, au prix de 600 €. 600 €, c'est donc le petit Pochet, le Pochet version 1, plus
les 42 pages liées à M. Labouré. Voilà, j'ai à l'époque écrit à ce libraire pour qu'il m'envoie une petite image, et il m'a envoyé, vous voyez, cette édition donc, de l'opuscule spécifique de M. Labouré, d'Amiens, comme c'est précisé là. L'ensemble de ce livre, je ne sais pas s'il est toujours en vente aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. M. Labouré a aussi édité et publié, avec M. Bril. M. Bril est un chirurgien dentiste, cette petite plaquette avec plein d'images ici, qui est l'anesthésie régionale en chirurgie dentaire. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que sur la première page, ici, de fond-titre, c'est marqué « Travail de la clinique Victor Pochet à Amiens ». Avec des images comme ici, des carpules qui contiennent l'anesthésie locale, et là, on les préparer, les dissoudre ici dans une petite fiole. À l'époque, il existe dès l'édition de 1914 beaucoup de publications de Pochet et de son équipe dans tout plein de journaux, et l'un des amis du club m'a fait parvenir par l'intermédiaire de Jean Bernard cette publication qui est quand même extrêmement précoce. 1914-1917, ce sont les deux premières éditions. Et bien en 1920, une édition quand même dans l'American Journal of Surgery, signée de Victor Pochet sur l'anesthésie loco-régionale. Et un an après d'ailleurs, dans la presse médicale de 1917, un article de Sourda, qui était donc le collaborateur d'origine de la première édition, déjà sur l'anesthésie régionale en chirurgie gastrique par infiltration des nerfs splanchniques. Ce type d'image, on va le retrouver dans beaucoup des ouvrages dont je vais vous parler. Apparaît en 1921 la troisième édition du Pochet Sourda Labouré, qui est devenu le Pochet et Labatte, puisque M. Labouré ne vit plus à cette époque, il est remplacé par Gaston Labatte. C'est déjà devenu un grand livre, les autres étaient plutôt des plus petits opuscules. Troisième édition refondue. Pochet, Sourda, Gaston Labatte. Gaston Labatte, il va beaucoup nous intéresser là, parce qu'il a une histoire médicale très riche dans sa vie. C'est quelqu'un qui est né aux Seychelles, il a grandi à l'île Maurice, il a fait des études à Montpellier, et ensuite il a découvert Victor Pochet à Paris, il est devenu son élève. Quand il était chez Pochet, il a été remarqué par M. Maillot, et ça c'était quand même la chance de sa vie, qui lui a ensuite proposé un poste à la clinique Maillot. De cette clinique Maillot, il est parti à New York, au Bellevue Hospital, et à l'université de New York, il a créé un cours d'anesthésie loco-régionale. Il est bien entendu pour cela, il a quitté le service de Pochet, où il a été remplacé par M. Laborde, qui est un autre assistant dont on parlera tout à l'heure. Labatte, c'est le coordinateur de la troisième édition, il a été largement augmenté et réillustré. Il a publié, Gaston Labatte, en 1926, une version anglaise du Victor Pochet, qui s'appelle Regional Anesthesia, on y viendra tout à l'heure, qui a eu un énorme succès très rapide. Il a été épuisé très vite, ce texte, et ensuite ça a donné des problèmes pour les rééditions, dont je vous parlerai un petit peu en gros dans les diapositives suivantes. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que, ou choquant, dans l'ouvrage de Labatte en version anglaise, Victor Pochet n'apparaît pas, et il n'y a notamment quasiment jamais de propos de remerciement vis-à-vis de son maître. L'inverse n'étant pas vrai, puisque Victor Pochet lui-même parle souvent en termes évocateurs et généreux de son assistant, ex-assistant Gaston Labatte. J'ai retrouvé les certificats d'origine de la naissance de Labatte dans les îles, donc vous voyez ici, un ouvrage du père Labatte, c'est pas lui, l'homonyme, mais dans les îles, Voyage aux îles, du père J.V. Labatte, et avec ce père Labatte s'est développée aujourd'hui toute une industrie autour de la production de rhum, et on retrouve le type évocateur, donc c'était vraiment quelqu'un des Antilles. Le Pochet Labatte, c'est donc la troisième édition. Il est assez remarquable parce qu'il est déjà beaucoup plus gros, plus grand et plus épais. Il fait 310 pages avec des anesthésies diverses et variées, tronculaires, segmentaires, surtout
type d'opération, et aussi un chapitre assez développé, quand même ici, sur les accidents qui puissent survenir, avec le rôle respectif de l'état du patient, de la façon dont on a fait, et des produits qu'on a utilisés. Voici ici une petite illustration qui ressemble quand même fortement à celle qu'on a vue précédemment, avec donc ici les produits d'anesthésie locale et la façon de les diluer dans ces ampoules qui étaient typiques de l'époque, où il suffisait de casser entre guillemets le collier ici. Vous voyez, dans ce éditorial, Monsieur Victor Pochet précise qu'il a perdu pendant la guerre Monsieur Jules Labouret, qui était son beau-frère, comme c'est précisé là, et que donc Gaston Labatte le remplace dans la rédaction de cette nouvelle édition, et c'est quand même le plus dévoué, et il joue un grand rôle dans le revirement de ce livre. Quand même bien élogieux. Dans cette édition numéro 3, 1921, eh bien, il y a 40 pages consacrées à l'anesthésie locale en urologie. Vous voyez ici cette photo d'infiltration paravertébrale qu'on va retrouver dans d'autres ouvrages aussi. Et l'anesthésie présacrée, ici très très détaillée, on ne va pas forcément y aller, hein, mais c'était quand même ce qui était proposé à l'époque, qui est pratiquement la technique princeps qu'on va retrouver dans tous les ouvrages dérivés et les articles dérivés, avec la manière de tenir la seringue. Ça, c'est le Pochet-Labatte 3e édition. À la fin, existe une page sur l'arrachi-anesthésie. C'est tout nouveau, dans les 2 premières éditions, ces pages sur l'arrachi n'existent pas. Et il est préconisé de pratiquer des rachi-anesthésies pour certaines interventions. Et l'arrachi, elle est en fait présentée là comme une variante de blocage nerveux. C'est une technique, en quelque sorte, d'anesthésie loco-régionale élargie. Et il présente les 2 techniques à l'époque en vigueur, qui sont celle de Lefilatre et la méthode de Ionesco, qui est d'ailleurs particulièrement intéressante, puisqu'il existe des photos qui montrent Ionesco réalisant des rachis cervicales. C'est quand même assez impressionnant. Avec les avantages et les inconvénients, je ne m'étends pas sur ce sujet-là. Cette édition numéro 3, elle est suivie d'une 4e édition en 1927, dans laquelle apparaît M. de Butler-Dormont. Il n'y a qu'un T à de Butler. C'est donc le 4e collaborateur de cette édition, Victor Pochet, Sourda, Labatte, c'est parti, et de Butler-Dormont. Entre la 4e et la 3e édition précédente, il n'y a pas beaucoup d'écart, ils sont très proches. Voilà une image ici d'anesthésie présacrée, transsacrée, c'est la même que la précédente, elle a un peu plus de luminosité, mais un peu de choses près, quelques modifications sur les niveaux ici sacrés qui sont précisés. 353 pages sur l'anesthésie loco-régionale, il y avait 330, 326 figures, il y en avait 306 dans l'édition numéro 3, et le sommaire est identique. Deuxième partie à la fin, l'arrachi-anesthésie, il y a 23 pages contre 21, et 2 schémas pour 2 schémas. Le sommaire est identique pour l'arrachi-anesthésie par rapport à la 3e édition. Et dans cette édition 3 et 4, je l'ai déjà précisé, M. Pochet évoque quand même le caractère brillant de son élève puis collaborateur Gaston Labatte. Il précise lui-même que, eh bien, M. Gaston Labatte va s'en aller, puisqu'il est appelé par la Mayo Clinique, et il sera remplacé par un autre assistant, Laborde, dont on va dire un petit mot maintenant. Donc, vous voyez ici qu'il est quand même le patron, Victor Pochet, plutôt élogieux vis-à-vis de son élève. Il est remplacé, l'ai-je dit, M. Labatte par Raymond de Butler-Dormont, sur lequel il faut s'arrêter un petit instant. M. de Butler-Dormont, c'est quelqu'un qui a aussi une carrière riche de chirurgien. Il est né de la bourgeoisie, des comtes de Butler, interne des hôpitaux de Paris. Il a aussi participé à la guerre, et d'ailleurs, il est écrit dans sa biographie qu'il a fait libérer Maurice Chevalier parce qu'il avait dit que c'était son infirmier, ce qui était le cas, et ça lui a permis à ce monsieur d'être libérable sous ce prétexte. Après la guerre, il est démobilisé et il exerce à Amiens, où va être édifiée la clinique Victor Pochet. Lui aussi est intéressant à titre privé parce que dans sa vie, eh bien, il épouse en 1921 Elisabeth Victor Pochet. Voilà encore quelqu'un, entre guillemets, de la famille,
dans les co-auteurs de Victor Pochet et qui ont participé au développement de l'anesthésie locale-régionale, Madame Elisabeth Victor Pochet, qui est donc la fille de Victor Pochet, est décédée en 1993, pas si longtemps, à 92 ans. Et lui-même, M. de Bucler-Dormont, est décédé en 93 à l'âge de 104 ans. 104 ans. Voici une photo qu'on peut trouver sur plusieurs sites internet où M. de Bucler-Dormont est présenté avec ses insignes de professeur de chirurgie à la faculté de médecine d'Amiens. Bien entendu, ayant épousé la fille de M. Pochet, il devient de fait héritier de la clinique Victor Pochet d'Amiens, qu'il va ensuite diriger jusqu'en 1966. Aujourd'hui, la famille de Bucler-Dormont est toujours fortement impliquée dans la gestion de cette clinique privée, qui a un très bon renom dans les classifications des hôpitaux français. Voilà une plaquette, donc ça c'était 4e édition avec Victor Pochet. Une plaquette ici de M. de Bucler-Dormont avec Victor Pochet, eux deux tout seuls, sur exclusivement la prostatectomie sous anesthésie locale. 25 pages, et 14 c'est l'anesthésie loco-régionale, les 10 autres c'est la technique chirurgicale. Et il parle des infiltrations sacrées par un bord antérieur ou postérieur. Toujours les mêmes techniques qui sont en avant dans ce type de chirurgie. Et précise là que la rachine n'est utilisée que pour les chirurgiens dépourvus du matériel de l'anesthésie locale. Bon, donc il faut comprendre ça, parce qu'il faut quand même du matériel aussi pour la rachine. Plaquette qu'on ne trouve pas, avec des images extraites de cette plaquette ici, comme on les a déjà vues précédemment pour les infiltrations ici sacrées, et les niveaux des racines sacrées qui sont présentées là, les petites carpules ici destinées à la dilution des produits d'anesthésie locaux, et une variante qui est l'anesthésie prévésicale. Alors là, je ne sais pas trop qui aurait envie d'y aller, et c'est par ce petit cathéter ici, transcutané, qu'on fait de l'infiltration, locodolenti, exclusive pour cette chirurgie prostatique. On peut douter de l'efficacité absolue de cette méthode. De Bucler-Dormont, il a rédigé à lui tout seul un ouvrage princeps qui s'appelle L'anesthésie loco-régionale en chirurgie urinaire. En 1921, c'est un ouvrage, ça n'existe plus sur le marché, 100 pages, avec toujours pareil, la paravertébrale, la sacrée, transsacrée et l'épidurale qu'on appelle aujourd'hui anesthésie caudale. Et Victor Pochet a fait une préface de cet ouvrage, cité par ce genre, dans lequel il rappelle l'idée de pratiquer l'anesthésie loco-régionale me vint il y a 10 ans en lisant le livre de Brandt. Voilà des extraits de cet ouvrage de Bucler-Dormont sur l'anesthésie régionale en chirurgie urinaire. Vous retrouvez l'image ici de Dupré selon nature avec cette injection paravertébrale, la manière de tenir la seringue et l'infiltration présacrée transsacrée. Il y a beaucoup quand même de similitudes et c'est peut-être certes l'éditeur qui reprend les images d'une fois à l'autre, mais c'est quand même une histoire de famille. Dans ces livres, c'est intéressant parce qu'on ne voit pratiquement jamais cet appareil. Il est précisé que ça ne fonctionne pas toujours l'anesthésie loco-régionale, qu'il peut y avoir des échecs. Et si elle est insuffisante, eh bien, on pratiquera l'anesthésie générale instantanée avec l'hypnotiseur du docteur Pello. Bel appareil ici, pour la prostatectomie ou pour les échecs de l'anesthésie loco-régionale en chirurgie maxillofaciale et dentaire. Ce sont les mêmes instruments, bien sûr, et qu'on retrouve dans 2 livres différents qui n'ont rien à faire ensemble. Ici, un autre collaborateur, c'est le dernier qu'on verra apparaître ici, qui est Germain Laporte, qui a sorti dans cette grosse collection sur la pratique illustrée dont je vous parlais tout au début, eh bien, le seul article d'anesthésie loco-régionale sur un gros fascicule, une série de 20 fascicules qui s'appelle Échec et accident d'anesthésie épidurale sacrée. La revoilà, cette anesthésie épidurale sacrée, avec toujours la même photo et les dessins d'après Dupré. Monsieur Laporte, il a fait un livre à lui tout seul aussi, c'est l'anesthésie épidurale, avec la préface de Victor Pochet. Et puis, les images un petit peu ici, il dit que c'est Monsieur Pochet qui lui a appris. Et il est aussi reconnaissant à l'autre assistant qui l'a précédé, qui s'appelle Laborde, qui n'est pas Monsieur Laporte. Alors, en quelques minutes encore, les versions américaines.
du Victor Pochet. Il y a deux auteurs qui ont, entre guillemets, traduit le Victor Pochet et ont diffusé la technique par ces ouvrages-là aux États-Unis. Le premier, bien sûr, c'est Gaston Labatte, qui a rejoint la maillot clinique, on n'y revient pas, mais il n'y a pas de mention du livre Pochet dans l'ouvrage de Labatte. Pas de reconnaissance, je ne connais pas. 434 pages sur la LR et 30 pages sur l'arachide. Vous voyez qu'il y a une profonde gratitude exprimée à M. Maillot, mais il n'y a rien pour M. Labatte dans ce livre Regional Anesthesia, qui est donc copié, comme vous pouvez le voir ici, avec des illustrateurs qui sont un petit peu différents, et il y a dans les annales de l'ICHA des articles de l'équipe de Douglas Bacon qui ont comparé, page par page presque, les versions françaises et étrangères. Il y a 82 illustrations originales seulement dans le livre de Labatte. Toutes les autres, sur 315, sont copiées. Voilà des comparatifs. Le Pochet à gauche, le Labatte à droite, le Pochet et le Labatte, le Pochet et le Labatte. Avec, voilà, exactement, c'est des petites nuances d'illustrateurs. Femme, homme, moustache, pas moustache, vu de loin, vu de près, et un petit tableau comparatif qui avait été fait par les gens de la Maillot Clinique aujourd'hui, pour dire qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes ici entre ces ouvrages. Donc deux tiers du texte, c'est de la copie, et Labatte a ajouté un tiers de rédaction personnelle, mais qui concerne essentiellement la mise en condition, les explications, le conditionnement du patient, qui est loin d'être négligeable, parce que selon Victor Pochet, eh bien, il fallait bander les yeux et boucher les oreilles du malade pour qu'il se laisse faire. Dans l'ouvrage de Labatte, il y a aussi un chapitre augmenté sur la chirurgie abdominale, c'est probablement l'influence des maillots, bien entendu. Dans un article tout à fait récent de M. Dupré, dans la revue en ligne Christer que vous connaissez, qui date du mois dernier, enfin d'avant, janvier 2014, il précise, Louis-Jean Dupré, que le livre de Labatte lui est très proche, comme vous le voyez ici aussi, mais que la rachianesthésie est assez différemment traitée entre les deux auteurs, ce que je n'ai pas recherché en détail, puisque la fois il l'a fait. C'est un article de Dupré consacré à l'histoire de la rachie. Le Labatte, il a été édité en 1922, réimprimé en 1925, une deuxième édition en 1928 et une réimpression en 1930. Ensuite, c'est l'équipe de M. Lundy, qui a voulu faire une troisième édition beaucoup plus tard, dans les années 34, 35, 1940 jusqu'à 1949, et donc un peu plus tard, 10 ans après. Ça a été très compliqué, il y avait des querelles avec l'éditeur, des royalties, des droits d'auteur pour Madame Veuve Labatte. Ça n'a pas abouti. Finalement, c'est Adriani, à la New Orleans, en 1957, qui a fini en changeant d'éditeur, par faire une nouvelle édition actualisée du Labatte, qui a été réimprimée, et une quatrième édition en 85. Tout ça, c'est même intitulé, quasiment même rédaction, mais avec beaucoup moins de succès que l'édition originale. Voilà, ici, l'original de Labatte 1922, l'Adriani 1967, avec surtout le même texte, le même titre, le même sous-titre. Adriani, c'est quelqu'un qui a aussi participé au développement des blocages nerveux, avec ici un ouvrage spécifique de sa plume, dans lequel on retrouve des références de bibliographie à Labatte, par Pochet bien sûr. Deuxième version étrangère, et j'en aurai fini, c'est le Sherwood Dunn, qu'on connaît beaucoup moins. Berkeley Sherwood Dunn a fait une édition donc américaine du Victor Pochet de 1917, de la deuxième édition. Il est sorti en 1920, alors qu'en France, en 1921, sortait la troisième édition du Pochet. Là aussi, l'équipe de Douglas Bacon a travaillé sur les similitudes. Il y a 70% des figures qui sont recopiées. Et puis d'autres figures proviennent de Reclus, de Braun, de Kuhlenkampf par exemple. Ce sont des beaux livres, grand format. Et M. Sherwood Dunn, il reprend par contre des photos qui n'existent pas dans le Labatte. Dans le Labatte américain, il n'y a pas de photos, il n'y a que des dessins. Voilà la photo d'amputation de jambes, comme on l'a vu dans les toutes premières éditions du Pochet, et l'appendicite avec l'extériorisation du sécom, comme on l'a vu dans l'édition Pochet de 1914, la 1 et la 2. Alors,
juste pour finir sur ce thème, c'est assez intéressant de voir qui était M. Sherwood Dunn, parce qu'on ne le connaît pas du tout, et l'équipe de Douglas Bacon à l'ICHA, il y a plusieurs années, avait présenté un tout petit abstract en disant on ne connaît pas ce monsieur, et quelqu'un a répondu, qui était de la famille de Sherwood Dunn, et a répondu à M. Douglas, donc à la Maillot. On sait maintenant qui il est, et c'est quelqu'un qui a répondu, c'est M. Rebsamen, dont l'auteur était le grand-père. M. Rebsamen, il est anesthésiste à San Francisco dans les années 1990. Il a fait tout plein de choses, et des travaux pour l'industrie, vous voyez. Il a 65 brevets pour l'industrie de la pharmacie et de l'anesthésie, il a déposé. Il a réagi à l'abstract de Bacon en 2002 et donné la réponse en disant eh bien, mon grand-père, il était né en 60, il a fait des études en France, il a côtoyé Pozzi et Broca, c'est là qu'il a découvert la chirurgie. Il est reparti aux États-Unis, il a fait de la gynécologie. Il était donc marié avec quelqu'un, une dame, qui l'a introduit dans une famille très aisée. Il a arrêté tout ça, il a changé d'activité, il a fait de la banque d'investissement, investi dans les chemins de fer, et toute l'économie s'est écroulée, il a fait la banqueroute, ça ne marchait plus. Et il a donc quitté New York, la Première Guerre, rejoint en 1915 un hôpital de campagne en France, comme les précédents d'ailleurs, où il a exercé la chirurgie, l'anesthésie loco-régionale, il a reçu plein de décorations. À l'issue de la guerre, il est divorcé, il a été remarié à une princesse belge et a vécu très bien d'ailleurs à Nice. Et à Nice, il a traduit le Victor Cochet et ensuite décédé. Il est resté donc en France, terminé sa carrière en France. Juste pour finir sur une belle image, voici une médaille qu'on peut trouver de temps en temps dans le magasin spécialisé de numismatique, qui a été émise pour la Légion d'honneur, la remise de Légion d'honneur de Victor Cochet en 1928, et bien, évidemment de reconnaissance à son égard ici avec son portrait, dans un opuscule qui y était joint de 1928, il y a la liste des donateurs. Dans cette liste de donateurs, on retrouve bien entendu tous ses collaborateurs fidèles ou leurs successeurs, Butler Dormont, Laporte, Madame Veuve-Labouré, le docteur Maillot, Sherwood Dunn, Sourda, ainsi que le professeur Tuffier, avec lequel il n'était pas toujours en bon terme d'ailleurs. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Victor Cochet et de ses élèves? Il nous reste la voix de Labatte, pour ceux d'entre nous qui font de l'anesthésie loco-régionale. Bon, maintenant avec l'échographie, c'est plus tout à fait ça, mais c'était quand même un abord tout à fait classique du sciatique à la cuisse, pour la tolérance du carreau, ainsi que, pour Victor Cochet, la seringue de Cochet. Il y a la semelle, il y a les pinces, il y a les écarteurs, etc. Mais pour nous, il y a la seringue de Cochet qui a été fabriquée par tout plein de fabricants. Et dans ce même numéro de Clister au mois de janvier, M. Lépine, qu'on a eu l'honneur et le privilège d'avoir ici au club il y a quelques années, a écrit un développement de ce qu'ils étaient nous présenter à propos de la seringue de Cochet. Et je vous remercie de votre attention.